Salut à tous, ici Guilherme Pétat de la chaîne Géopolitica Mondiale. Vous devez déjà en être là. Vous avez remarqué que le conflit des États-Unis et d'Israël contre l'Iran a été un désastre politique. On n'arrive à rien en tirer de positif politiquement dans ce conflit, économiquement peut-être, d'accord ? On en parlera dans une autre vidéo. Politiquement, rien à ajouter, cette guerre a été un désastre. Et en plus, j'entends encore beaucoup de gens venir dire qu'au moins les Iraniens n'ont pas développé la bombe atomique. Imaginez seulement un pays comme l'Iran développant la bombe atomique. Donc au moins, ça a été un désastre, tout était mauvais, mais cela a été empêché. Est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça ? Et si les Iraniens avaient développé la bombe atomique, est-ce que ce serait comme les gens le pensent ? Je vous préviens tout de suite que non. Mais on va voir ça plus en détail dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, les gars, c'est la vieille histoire que tous les youtubeurs répètent ici sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne et partagez, d'accord ? Ça aide beaucoup, même si ça ne paraît pas. Répéter ça semble ringard, d'accord ? Tu sais quoi ? J'insiste pas. Je suis Guilherme Pétat, voici la chaîne Géopolitica Mondiale. L'affirmation qui a été la plus répétée par beaucoup de gens pour justifier l'attaque américaine contre l'Iran est que, malgré tous les dégâts, au moins ils ont empêché les Iraniens de développer des armes nucléaires. Imaginez seulement un État qui soutient le terrorisme et qui possède des armes nucléaires, et pour être très clair, c'est une affirmation stupide. D'abord, quels sont les pays qui ont soutenu, directement ou indirectement, le terrorisme et qui possèdent déjà des armes nucléaires ? Oui. Certains pays nucléaires ont, d'une façon ou d'une autre, soutenu des groupes terroristes depuis longtemps. Et pourtant, ces pays n'ont pas donné d'armes nucléaires aux terroristes. Ils ne se sont pas non plus mis à se tirer dessus les uns les autres. Parmi eux, l'ancienne Union soviétique, qui a parrainé, entraîné, hébergé et équipé des groupes terroristes. Mais bon, jusque-là, c'est un pays qui, techniquement, n'existe plus. Passons maintenant aux pays encore en lice, à commencer par le Pakistan. Un État pratiquement en faillite qui, bien que doté de l'arme nucléaire, a délibérément apporté un soutien aux talibans et à Al-Qaïda. Depuis des années, il entretient encore aujourd'hui une relation étrange avec des groupes terroristes. Mais il y en a d'autres qui, au minimum, ont apporté un soutien indirect, comme les États-Unis eux-mêmes, la France et même Israël. Si cette affirmation te choque, c'est sans doute parce que tu n'as pas voulu connaître toute l'histoire. Parce que pendant le printemps arabe, ces trois pays ont apporté un soutien systématique aux forces d'Al-Qaïda et de l'État islamique contre les régimes de Kadhafi en Libye et d'Assad en Syrie. Et cela est-il bien documenté ou a-t-il également été déclaré publiquement par des autorités ? Je suis désolé si tu n'y crois pas, mais il ne s'agit pas de choix. Il faut juste accepter cela comme un fait. Si tu te demandes si un État finançant le terrorisme a déjà eu l'arme nucléaire, désolé, mais c'est déjà arrivé. Ce qu'il faut faire ici, de façon réaliste, c'est décider quel groupe terroriste tu préfères. Parce que, en plus du fait unique et évident que l'Iran utilise systématiquement des groupes comme le Hezbollah, les Houthis et le Hamas pour attaquer d'autres pays de la région. Plusieurs autres pays, en dehors de l'Iran, ont également utilisé cette technique. Ce qui nous amène à la question suivante. L'Iran était-il en train de développer des armes nucléaires ? Eh bien, c'est compliqué parce que les éléments sont confus. Car en avril 2024, j'ai fait cette vidéo où je parlais de la puissance de l'Iran. Et beaucoup de gens qui ne sont pas spécialistes, qui ne sont pas habitués à recueillir des informations sur des chaînes qui penchent soit d'un côté, soit de l'autre. Ils affirmèrent dans les commentaires que l'Iran avait secrètement développé des armes nucléaires. J'ai répondu fermement que non, et 2 ans plus tard, j'avais raison. L'Iran n'avait pas de bombe atomique. Et la raison en est très simple. Je me base sur des données et des informations qui sont soigneusement recueillies. C'est pourquoi je mets plusieurs jours à publier une vidéo ici, et pas 3 ou 4 par jour. Maintenant, est-ce que l'Iran développait des armes nucléaires ? Nous avons un élément qui indique cela. La haute direction des ayatollahs interprétait religieusement le Coran, estimant qu'il ne devait pas développer d'armes nucléaires. Dans l'hémisphère occidental, nous sommes habitués à des discours religieux qui s'appuient sur cette autorité religieuse et qui sont souvent trompeuses de la part des politiciens. Mais c'est une erreur de penser que c'est comme ça partout dans le monde. Le facteur religieux en Iran ne doit pas être sous-estimé ou compris superficiellement, comme s'il s'agissait simplement d'une autre forme de manipulation. C'est bien plus compliqué que ça.
Pendant la guerre Iran-Irak, par exemple, même en subissant de très lourdes attaques chimiques, les Iraniens, qui avaient la capacité de riposter chimiquement, ne l'ont jamais fait à cause de cette condamnation religieuse. Cela ne prouve pas qu'ils ne développent pas d'armes nucléaires, mais c'est un indice de leurs intentions actuelles à ce sujet. Aujourd'hui, la réponse la plus honnête est qu'il n'y a pas de preuves publiques ou concluantes à ce sujet. En 2025, l'AIEA a déclaré qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait aucune indication d'un programme nucléaire structuré et non déclaré en cours en Iran. Les services de renseignement américains ont été encore plus clairs dans leur rapport annuel 2025. Il a clairement déclaré qu'il continuait d'évaluer que l'Iran ne construisait pas d'armes nucléaires et que le guide suprême n'avait pas réautorisé le programme d'armes nucléaires, suspendu en 2003. Alors, les gars, vous avez vu que le rapport de la CIA disait que non. L'Iran ne s'orientait pas vers le développement d'une arme nucléaire. Il n'y avait aucune preuve de cela. La CIA, ce n'est pas rien. Vous savez ce qu'est la CIA ? C'est une agence d'espionnage et de contre-espionnage, de renseignement et de contre-renseignement. Mais peu de gens savent que ce genre de service n'est pas réservé uniquement au gouvernement. Si vous avez une entreprise ou si vous avez un problème à résoudre qui nécessite ce genre de service, le secteur privé en propose aussi. Et c'est pour cela que cette vidéo est sponsorisée par BCI. Contactez BCI. Si vous avez une entreprise, si vous avez besoin de faire un audit, une analyse de marché, un conseil en gestion des risques ou un audit. Si vous avez été victime d'une entreprise rivale qui est allée voler vos données, contactez BCI. Et si vous êtes une personne physique et que vous avez aussi des problèmes pour recueillir des informations ou que vous devez résoudre un problème que seule une agence de renseignement pourrait résoudre, contactez également BCI. Je vais laisser leurs coordonnées ici dans la description de la vidéo. Mais cela n'innocente pas l'Iran car même en 2025, l'AIEA a conclu qu'il y avait eu un programme structuré, non déclaré, au moins jusqu'au début des années 2000. Et qu'une partie des matériaux et équipements de ce programme a été conservée après cela, et qu'il existe encore des matières nucléaires non déclarées et des questions sans réponse. Mais c'est tout, un espace vide. C'est pourquoi le Conseil de l'AIEA a considéré l'Iran comme non conforme à ses obligations au titre des garanties en 2025, mais en précisant qu'il n'y avait aucune preuve qu'il développait des armes nucléaires. Mais il y a un autre facteur, qui est le facteur de la Chine et de la Russie. Les Chinois et les Russes suivent de près le programme nucléaire iranien, même de plus près que l'AIEA. Et de très près. D'ailleurs, des scientifiques et des ingénieurs russes ont suivi le programme nucléaire depuis l'intérieur de certaines installations iraniennes. Permettez-moi d'être à nouveau catégorique. S'ils détectaient que l'Iran développait des armes nucléaires, ils l'empêcheraient, évidemment, pour ceux qui voient pour le monde en deux blocs. D'accord, cela ne veut rien dire, mais dans la vie réelle, comprenez-le de façon très claire. Ceux qui possèdent des armes nucléaires ne veulent pas que d'autres en aient, surtout s'il s'agit de leurs voisins. La Chine et la Russie ne considèrent pas l'Iran comme un pays ami au sens romantique ou civilisationnel du terme. Ce qui existe entre les trois, c'est avant tout une convergence stratégique négative. Tous rejettent avant la pression américaine, l'architecture des sanctions menées par Washington et la présence militaire et politique des États-Unis dans des régions qu'ils considèrent comme sensibles pour eux. Cette convergence est réelle, mais elle ne doit pas être confondue avec une confiance totale, une alliance organique ou une fusion d'intérêts. L'accord lui-même signé entre la Russie et l'Iran en janvier 2025 a approfondi la coopération militaire, énergétique et en matière de renseignement. Mais il n'a pas inclus la défense mutuelle. Les Russes ont par exemple signé cela avec la Corée du Nord. Et cela compte beaucoup, parce que cela montre la nature du lien. Moscou et Téhéran coopèrent, mais ils préservent leur autonomie et évitent de s'engager dans un accord de défense automatique avec la Chine. La logique est également similaire. Pékin maintient un partenariat stratégique large avec l'Iran, achète d'énormes volumes de pétrole iranien et soutient diplomatiquement la nécessité d'une solution négociée sur la question nucléaire. Cependant, elle équilibre cela avec des intérêts bien plus grands dans le Golfe arabe. En 2025, par exemple, la Chine a enregistré un commerce d'environ 108 milliards de dollars avec l'Arabie saoudite. Et encore 108 milliards de dollars avec les Émirats arabes unis, contre seulement 41 milliards de dollars avec l'Iran. En somme, pour Pékin, l'Iran est utile face à la présence américaine dans la région, mais n'est pas au centre de l'échiquier régional. C'est précisément pour cette raison que ni la Russie ni la Chine n'ont un réel intérêt à voir émerger une nouvelle puissance nucléaire autonome, idéologiquement affirmée et géographiquement proche pour les Iraniens. Les Chinois sont infidèles, athées, mais ils ne posent pas de problème aujourd'hui, car ils les soutiennent en raison de la convergence dont j'ai parlé.
et les Russes, considérés comme une autre forme d'impérialisme alternatif à l'Occident, mais qui, pour l'instant, sont occupés avec le même ennemi que les Iraniens, auraient en mars 2025, la Chine et la Russie ont officiellement déclaré avec l'Iran qu'elles accueillaient favorablement la réaffirmation iranienne selon laquelle son programme était exclusivement pacifique. Et ils soutenaient en la poursuite de la coopération avec l'AIEA, réaffirmant le cadre du traité de non-prolifération nucléaire. Ensuite, en juin 2025, Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, a déclaré publiquement que Moscou voulait que l'Iran poursuive sa coopération avec l'AIEA. Alors, mette-toi bien ça en tête une bonne fois pour toutes. Les puissances nucléaires établies ont tendance à être profondément conservatrices lorsqu'il s'agit de prolifération près de leur zone d'intérêt. La Chine est le pays qui a le plus de voisins possédant des armes nucléaires. Ils sont 4, et elle n'a pas besoin, et ne veut surtout pas qu'ils deviennent 5. Non, l'Iran ne comptait pas développer d'armes nucléaires, notamment car l'ancienne direction, qui le souhaitait, est celle dont le plus de membres ont été tués par les Américains et les Israéliens. Donc peut-être que cela changera à l'avenir, mais c'est aussi en partie parce que ses principaux partenaires, Moscou et Pékin, ne le permettraient pas. Et c'est là que la question se pose. Et si par hasard l'Iran développait des armes nucléaires, prenant tout le monde par surprise ? Comprenez que cela ne serait pas un problème pour les États-Unis, surtout pour les États-Unis. Concentrés sur ces zones de priorité géopolitique, l'Arctique, les Amériques et le Pacifique. La rhétorique anti-américaine des dirigeants iraniens existe parce que les Américains sont là, présents, autour de l'Iran. S'ils partent, la rhétorique iranienne se concentrera uniquement sur Israël et l'Arabie saoudite. Et, à terme, ou plutôt inévitablement, elle se dirigerait soit contre la Russie, soit contre la Chine, très probablement contre la Russie. C'est parce qu'un Iran doté d'armes nucléaires changerait l'équilibre régional, augmenterait le risque d'une course nucléaire au Moyen-Orient, accroîtrait la marge d'autonomie stratégique de Téhéran et réduirait la capacité de Moscou et de Pékin à gérer la crise par des moyens diplomatiques et économiques. Le pire scénario pour la Russie serait une concurrence accrue en mer Caspienne, dans le Caucase, en Asie centrale et sur ses routes énergétiques. Cependant, avec cette attaque des États-Unis, que je ne vois pas pour l'instant comme pouvant sortir victorieux de cette guerre, parce qu'il faut comprendre que la guerre n'est pas un événement sportif, où celui qui marque le plus de points l'emporte. Tuer ou détruire plus d'équipements militaires, la guerre c'est la politique par d'autres moyens. Si votre objectif politique n'est pas atteint, vous ne sortez pas victorieux, même si vous attaquez la capacité militaire de l'ennemi. Et dans ce cas, tout porte à croire que Washington n'a même pas de véritable objectif. Parce que si vous êtes un minimum honnête, vous verrez qu'en l'espace d'un mois, les objectifs annoncés par la Maison-Blanche ont changé à de nombreuses reprises. Mais même si les Américains n'ont pas été victorieux, un fait demeure. Les États-Unis ont infligé d'énormes dégâts matériels aux Iraniens, et je dis bien vraiment énormes. Et ce qui va se passer maintenant, c'est que l'Iran a été poussé à devenir un État client de la Russie et de la Chine, devenant ainsi un maillon de dépendance mutuelle entre ces deux pays, qui, au lieu de voir un concurrent, ont maintenant un client stratégique. La Chine profitera en reconstruisant l'Iran et probablement en le réarmant. La Russie suivra en profitant moins mais en obtenant aussi des gains d'après-guerre. Elle continuera d'utiliser l'Iran comme outil de pression. Les Saoudiens et les Turcs sont de vrais rivaux de la Russie au Moyen-Orient. Les États-Unis, peu importe combien ils détruisent d'équipements militaires et d'infrastructures iraniennes. Il n'y aura pas de véritable victoire, et les Iraniens se vanteront d'avoir résisté face à la plus grande puissance militaire de la planète. Ils sortiront en lambeaux, mais avec un sentiment de victoire morale. Cependant, la Russie et la Chine seront celles qui en tireront profit à l'avenir. Si vous suivez la chaîne, vous savez déjà que la Russie et la Chine profitent déjà de cette crise, mais elles en profiteront encore plus après celle-ci. L'intérêt russe dans un scénario d'affaiblissement de l'Iran serait, avant tout, d'empêcher que l'espace au sud de la masse russe et au sud de la steppe eurasiatique ne se transforme en un vide stratégique capturé par des rivaux. La logique de Moscou n'est pas de sauver l'Iran par amitié, ni nécessairement de le reconstruire comme une puissance à part entière, mais d'éviter que l'érosion iranienne n'ouvre un corridor de pénétration occidentale, turque, djihadiste ou chinoise incontrôlée. Concernant la bande qui va du Caucase à la mer Caspienne, de la Caspienne à l'Asie centrale, et de là jusqu'aux accès de l'Hindoukouche et d'Ormuz. Le premier intérêt russe serait de stabiliser le flanc sud de l'espace post-soviétique. Au sud de la Russie se trouve la grande steppe eurasiatique, mais cette steppe ne s'arrête pas là. Elle se connecte à la mer Caspienne, au Caucase et à l'Asie centrale. L'Iran, lorsqu'il est puissant, sert de tampon et de pôle régional pour contenir le désordre venant du Moyen-Orient profond.
Si l'Iran s'affaiblit trop, Moscou commence à craindre non seulement la perte d'un partenaire, mais surtout la propagation de l'instabilité, l'insurrection sunnite, le trafic, les armes, les mercenaires, la migration désordonnée et l'infiltration idéologique. Elles atteignent finalement l'Azerbaïdjan, le Daghestan, la Tchétchénie, la Géorgie, l'Asie centrale et la Volga. En d'autres termes, le problème pour Moscou n'est pas seulement la chute de Téhéran, c'est l'incendie. Traverser les compartiments géographiques et atteindre la ceinture méridionale de la Russie elle-même. De plus, les Russes vont bloquer l'expansion turque dans l'arc caucasien et centre-asiatique. Beaucoup pensent qu'un Iran affaibli profiterait forcément aux États-Unis ou à Israël, mais c'est une vision limitée, due au vide partiel laissé par l'Iran. L'un des acteurs les plus agiles pour avancer serait la Turquie, précisément en raison de sa position entre le Bosphore, la mer Noire, le Caucase et le monde turco-ottoman d'Asie centrale. Si l'Iran perd de l'influence au sud du Caucase et au sud de la mer Caspienne, Ankara gagne de l'espace pour élargir ses corridors politiques, militaires, énergétiques et culturels, au-delà de l'Azerbaïdjan jusqu'à la mer Caspienne et aux républiques turcophones. Moscou peut-elle tolérer l'influence turque ? Ce qu'elle ne veut pas, c'est une architecture régionale où la Turquie deviendrait le pont dominant entre la Méditerranée, le Caucase et l'Asie centrale, rongeant l'influence russe à l'intérieur du continent. Avec l'affaiblissement de l'Iran, la Russie va tenter d'accroître son rôle d'arbitre régional. C'est peut-être là un mouvement typiquement russe, lorsque Moscou n'arrive pas à dominer pleinement une région. Elle essaie de devenir une médiatrice armée indispensable, une distributrice de garanties, une fournisseuse d'armes, un pont diplomatique et une puissance dotée d'un droit de veto aux Nations Unies. Avec l'Iran affaibli mais non détruit, la Russie va se présenter simultanément comme interlocutrice pour Téhéran, pour certaines parties des pays du Golfe, pour la Turquie, pour les acteurs caucasiens et pour l'Asie centrale. Non pas parce qu'elle a la force d'imposer un ordre complet, mais parce que le chaos rend précieux celui qui sait parler à tous. C'est l'ancienne logique russe de transformer une limitation matérielle en centralité diplomatique et militaire. La Chine ne considère plus la région principalement comme une frontière d'invasion, mais comme un espace de passage, d'approvisionnement et de protection stratégique à long terme. La Chine cherche d'abord à garantir sa continuité énergétique sans dépendre entièrement du système maritime, actuellement dominé par la marine américaine. C'est le noyau dur. La région relie Hormuz, le golfe d'Aden, Suez, l'Asie centrale et l'intérieur de l'Eurasie. Pour les Chinois, le problème structurel vient de leur forte dépendance énergétique et commerciale, passant par ces goulets d'étranglement vulnérables. Si l'Iran s'affaiblit, Pékin ne veut pas seulement acheter du pétrole bon marché. Elle veut empêcher que l'espace entre le Golfe, l'Asie centrale et l'Ouest chinois ne tombe sous le contrôle exclusif des forces pro-américaines, ou ne sombre dans un chaos chronique. En d'autres termes, la Chine veut que l'affaiblissement de l'Iran ne se traduise pas par une plus grande vulnérabilité chinoise. La Chine va profiter de ce vide iranien pour investir et s'implanter économiquement dans les infrastructures. La Chine a tendance à s'implanter là où les États sortent affaiblis, à condition qu'il subsiste un minimum d'ordre pour les contrats, les routes, les travaux et les garanties. Un Iran affaibli mais non effondré va devenir encore plus dépendant du capital étranger, de la technologie, des achats, des hydrocarbures, des infrastructures logistiques et de la protection diplomatique. C'est précisément là que Pékin aime opérer. Il n'est pas nécessaire de dominer formellement le territoire, il suffit de l'intégrer de plus en plus aux chaînes de financement, d'approvisionnement et d'écoulement liées à la Chine. Ainsi, dans un scénario d'affaiblissement de l'Iran, l'un des intérêts centraux des Chinois serait de transformer la fragilité iranienne en dépendance asymétrique. Ils vont essayer d'intégrer l'espace iranien à la logique des corridors continentaux de l'Eurasie, car l'Iran n'est pas seulement le Moyen-Orient, il est aussi une pièce d'articulation avec l'Asie centrale, la mer Caspienne, l'Hindoukouche, le Golfe et l'accès au sous-continent. Pour la Chine, c'est de l'or géopolitique. Un Iran affaibli peut devenir plus accessible comme le lien terrestre entre la Chine occidentale, l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Pékin voit l'opportunité d'élargir ou de consolider des corridors qui réduisent la dépendance à la voie purement maritime. Cela ne signifie pas remplacer la mer par la terre. Ce serait exagéré, mais cela signifie créer une redondance stratégique, et la redondance stratégique est quelque chose que les Chinois adorent. Multiples routes, multiples fournisseurs, multiples partenaires, multiples pays dépendant d'eux, et multiples moyens de pression contre les rivaux. Et Pékin va aussi assumer une partie du rôle de garant économique, là où les États-Unis seront perçus comme militairement destructeurs et politiquement peu fiables. Et c'est un mouvement très chinois.
Si Washington bombarde, fait pression, menace, punit et détériore la relation avec ses alliés en donnant la priorité à Israël, Pékin apparaît comme un acteur au langage plus froid. Commerce, reconstruction, investissement, achat de pétrole, neutralité politique et diplomatique, non-ingérence formelle. La logique est simple, les Américains détruisent, les Chinois bâtissent. Cela va être très attractif pour les régimes de la région, surtout pour les monarchies et les États pragmatiques, qui veulent une protection économique sans leçons idéologiques, et qui se sentent trahis par les Américains, qui ont priorisé la défense d'Israël à leur détriment. Donc, premièrement, la Chine et la Russie suivent et surveillent le programme nucléaire iranien, et ne vont pas tolérer un Iran doté d'armes nucléaires. Mais si malgré tout, par un coup du destin, cela arrivait, ce serait bien plus un problème d'intensification de la compétition entre la Russie, la Chine et l'Iran qu'un problème pour les États-Unis, qui sont sains et saufs de l'autre côté du Pacifique et de l'Atlantique, très loin de l'Eurasie. Cependant, ce que les Américains parviennent réellement à faire, c'est à rendre l'Iran dépendant de la Russie et de la Chine. Au prix de la confiance d'alliés comme la Corée du Sud, le Japon, Taïwan et les membres de l'OTAN, ils sont en train de créer une alliance organique de dépendance. Dans une région qui, traditionnellement et historiquement, a toujours poussé les pays de la région à une concurrence très féroce entre eux. De tous les conflits dans lesquels les Américains se sont impliqués, celui-ci a été, de loin, le plus stupide d'entre eux. Ce degré de complexité, cet échiquier chaotique, n'entre pas dans la tête de ceux qui divisent le monde d'un côté ou de l'autre, entre démocratie et dictature, entre Occident et Orient. Et pire encore, cela entre encore moins dans la tête de ceux qui pensent qu'Israël est un allié des États-Unis ou de l'Occident. Alors qu'en réalité, nous avons vu historiquement qu'Israël utilise les États-Unis comme un pion qu'on use. Bon, les amis, j'espère donc que vous avez aimé la vidéo, la façon dont nous avons commenté. Vous avez remarqué que l'approche n'est pas aussi simple que les gens le pensent. Nous ne pouvons jamais oublier qu'en géopolitique, la partie la plus importante, c'est la géographie. Et c'est ce que la plupart des analystes en géopolitique, qui vivent de la géopolitique, oublient, la partie géographique, qui est la plus fondamentale. J'espère que cela vous a plu et peut-être que vous l'avez remarqué. Je me suis rasé la tête, en fait, jusqu'à maintenant, mes cheveux ont un peu repoussé, je m'étais rasé et j'avais tout laissé à nu. Ce nouveau style Guilherme Peta, en 2026, ce sera ce style Guilherme Peta, moine bouddhiste, genre zen. Après tout, je suis un gars tellement calme, tellement tranquille, tellement serein, j'ai donc décidé d'adopter un style de moine bouddhiste. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais maintenant laisser pousser mes cheveux pour un style métalleux, car j'aime le métal, mais mes cheveux ne s'y prêtent pas. Ils ne tombent pas. Ils ne poussent pas vers le bas comme ceux des métalleux, ils poussent et ressemblent à la crinière des cosmocates, ironie du destin. Mais bon, c'est comme ça. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si vous aimez vraiment la chaîne, devenez membre. Ce discours que je vous répète toujours, vous ne le pensez peut-être pas, mais ça aide énormément, d'accord ? Et merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt et à la prochaine vidéo.